Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Athlète de haut niveau avec son profil aérien, grâce à son mètre 98, il joue sur 2 terrains, à 15 ou à 7. Rugbyman, ce natif de Monaco ajoute de l'or à son palmarès. Devenu médaillé olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 pendant les JO de Paris, en équipe, il a fait vibrer les supporters et il danse. Bonjour Antoine Zegdar. Bonjour. Je dis il danse, tu m'excuses hein. Non, je danse. Tu me disais juste avant qu'on commence que c'était pas du tout improvisé en fait. Hein. Non, pas du tout. On a l'habitude de réviser cette danse qu'on appelle le shuffle. Et en fait, ça fait depuis le début de l'année qu'on a une coach qui nous fait faire de la danse, qui est une ancienne danseuse du Moulin Rouge. Ah ouais, elle danse avec vous, je sais plus, je l'ai vue sur une vidéo, je sais plus, où vous aviez fait une répète. Exactement, celle qui nous apprend, elle nous apprend tout, elle nous fait des nouveaux pas, etc. Donc oui, elle c'est une vraie danseuse qui a son propre show maintenant et qui va un peu partout dans le monde, il me semble. Et du coup, oui, on a fait cette danse pour la coordination, dissocier bien le bas du haut, parce qu'on avait des ballons, on se faisait des passes sur le deuxième temps, etc. Donc c'était quelque chose qui nous aidait beaucoup dans le changement de rythme et sur le terrain. Et voilà, là, comme on était champion, on s'est dit pourquoi pas faire le shuffle devant tout le monde et le sortir enfin. Et voilà, ça a beaucoup plu. Bah oui. Parce que là, maintenant, vous pouvez plus aller nulle part sans qu'on vous la demande. Exactement. Dès qu'il y a un peu de musique et qu'il y a une enceinte, pam, ça met la musique et tout le monde nous demande de danser. Bon, la plus iconique, c'est celle du titre. Vous êtes sur le terrain, au milieu des 80 000 personnes au Stade de France. Et l'autre qui restera dans toutes les mémoires, c'est celle au Club France, quand vous êtes sur la scène du Club France. Ou pas c'est lesquels dont tu te souviens toi? Non, les deux, sur le terrain, en fait, on a demandé vraiment à la dernière minute de pouvoir mettre cette chanson, donc on savait pas si ça allait être possible ou pas. Donc on se préparait et d'un coup la musique tombe, donc on se dit ok les gars, vas-y, c'est parti. Donc on était plutôt contents. Et ensuite au Club France, pareil, là c'est nous qui décidions ce qu'on allait faire. On s'est dit on va le ressortir. C'était l'ambiance et le mood un peu du moment. Donc voilà, tout le monde était super content et nous demandait de le faire de nouveau, quoi. Bon, je vais te poser une question complètement banale, hein, mais j'imagine que c'est un espèce de... C'est quoi? C'est un cataclysme, un tourbillon? C'est quoi depuis le coup de sifflet final, enfin la fin du match? La fin de la finale, je dis, parce que je pense que vous avez eu d'autres joies avant, mais la fin de la finale... En fait, je pense qu'on est tous sur un petit nuage et on réalise pas forcément encore vraiment bien ce qu'on a fait, puisque on a fait quelque chose d'historique. Et voilà, après on est tous partis ensemble en vacances et pendant les vacances. Vous avez continué ensemble? Ouais, on est partis tous ensemble dès. C'est sympa ça. On a eu 2 jours où on était obligés de rester sur Paris pour faire de la presse, etc. Et après on a dit. À partir de ce jour-là, plus de presse, plus rien. Pam, on part tous ensemble en voyage. Et là-bas, on était ensemble et parfois on se disait les gars, on est champion olympique. Donc c'est vraiment un truc de fou et tout, trop cool. Et voilà, donc petit à petit, on s'en rend compte. Là, chacun est rentré chez soi et part vers de nouveaux horizons. Et chacun fait sa carrière. Mais voilà, je pense qu'on a réalisé quelque chose qui nous lie à vie. Et voilà, avec les autres, j'espère qu'on continuera à tous se voir, parce que ça nous a vraiment tous rapprochés. Quoi. T'as vu les champions du monde 98 ? Bon, c'est pas champion olympique, mais c'est quand même un titre planétaire, hein, que ce soit champion du monde ou champion olympique. Moi, j'ai cette image des champions de 98 qui font... à intervalles réguliers, ils font un match mémoire ou un truc où ils se regroupent, enfin tu vois, et finalement ils sont restés soudés par un truc spécial. Hein. Non, c'est sûr que le fait de gagner des titres, d'autant plus de cette envergure, je pense que ça lie à vie. Bon, après je sais pas si à 40 ans on aura la force de pouvoir encore continuer à faire des petits matchs d'exhibition. Ouais, parce que le 7 c'est un peu plus, enfin c'est très intense. C'est sur le même terrain qu'au rugby à 15, sauf qu'on est 7 contre 7, donc ça demande énormément d'énergie, énormément d'intensité. Il y a beaucoup de courses à haute intensité. Ouais, c'est ça. Donc tu me dis, alors moi je fais pas de rugby évidemment, hein. Enfin, évidemment. Non, il y a des filles qui font du rugby. Il y a des filles qui font du rugby. Évidemment. Mais j'ai l'impression, comme ça,
que l'intensité, c'est quand même le mot pour le rugby, que ce soit à 15 ou à 7. Mais ce que tu dis, c'est que peut-être l'intensité du 7, c'est en plus de la vitesse, c'est peut-être plus de rythme. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus de rythme. Et personnellement, j'ai jamais été autant fatigué qu'à la suite d'un match de rugby à 7, alors que c'est 14 minutes, à l'inverse du rugby à 15 qui est 80. Parce que en fait ça s'arrête jamais, on court tout le temps, faut tout le temps rattraper les espaces et combler les espaces, il y en a partout des espaces, donc c'est ça qui... Et ouais, parce que à moins sur le même terrain, ça veut dire forcément il y a des trous. C'est ça. C'est sûr. D'autant plus nous on a un système particulier où on met quelqu'un derrière pour rattraper au cas où si ça perce, donc on est 6, donc on est 6 à essayer de combler un maximum les espaces sur le terrain, donc c'est vrai qu'on est limite en sprint pendant 14 minutes quoi. Si ça perce, quand tu dis si ça perce, c'est cette image, enfin moi j'ai l'image du 7 où vraiment il y a un moment donné où on casse la ligne. Il y a un attaquant qui casse, un joueur adverse qui casse la ligne, et une fois qu'il est passé après, c'est compliqué, hein. C'est assez compliqué, puisque justement dans ce sport-là, je pense que c'est un sport où c'est que des athlètes en fait, et les mecs ils courent tous à super vite, donc c'est dur de rattraper le coup une fois que ça perce, c'est un peu compliqué, Ça paraît incroyable de dire ils courent super vite, mais en fait, je sais plus quel athlète, je crois que c'est Tyreek Hill qui est un receveur de football américain qui s'est chronométré sur 100 mètres, pas lancé, et il est déjà à moins de 10, dans 10 secondes. Donc j'imagine que pour ce genre de sport, il y a beaucoup de... les types ils sont quoi, à 10, ils pourraient faire 10, entre 10 et 11. En fait, on calcule pas trop par rapport aux 100 mètres, nous c'est plus, en fait on a des GPS dans le dos, et ça calcule notre pointe de vitesse, et donc... Vous faites du 40 40, je pense que c'est les sprinteurs. 43. Je pense que c'est que les sprinteurs olympiques, donc on n'est quand même pas là, mais il y en a dans mon équipe qui ont touché les 38,5 je crois. Donc franchement c'est pas mal, et je pense que s'ils arrêtent le rugby et qu'ils se mettent à l'athlétisme, ils peuvent faire quelque chose de pas mal. Mais voilà, je pense qu'en moyenne dans le rugby à 15 ça tourne autour de 30, alors que là dans le rugby à 7 ça tourne autour des 35 quoi. 35-36. Au-dessus, hein. Il y a autant de chocs, il y a autant de contacts. Non, beaucoup moins, parce que du coup, à l'inverse du rugby à 15, le rugby à 15, c'est plus, on va essayer de faire des points de fixation, donc c'est-à-dire de rentrer dans les mecs pour que ça se resserre et qu'il y ait des espaces sur les côtés. Sauf qu'à 7, on n'a pas besoin de faire ça, étant donné qu'il y a des espaces de partout. Donc en fait, c'est plus un jeu d'évitement, mais du coup, c'est aussi très difficile pour défendre, parce que en 1 contre 1 on a un mec qui a énormément d'espace, donc la défense est plus dure, mais c'est ça ce qui est bien, parce que ça permet ensuite, quand on revient à 15, si jamais on revient à 15, d'avoir des facilités sur la défense, sur une façon d'anticiper, exactement, de gérer ces duels défensifs d'une autre manière, et d'approcher ça d'une autre manière. Donc non, c'est très intéressant. Parce que toi tu as fait comme Antoine Dupont, hein. Tu fais du 15 normalement, t'es professionnel, tu es joueur de rugby professionnel dans rugby à 15. C'est ça. Et donc tu t'es consacré au rugby à 7 pour cette compétition-là, quoi. C'est ça. Je crois que tu avais déjà fait le TQO il y a 4 ans. C'est ça. Donc en fait, tu étais déjà, toi, dans le groupe olympique de base. En gros, moi, de base, je suis de formation. En fait, tout le monde commence à 15 parce qu'il n'y a pas de club de rugby à 7. En fait, c'est plus quand on est jeune, les étés, il y a des tournois. Et les clubs nous envoient faire ces tournois, donc quand on est plus jeune. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est quand j'étais en moins de 20 ans, j'étais en équipe de France, de moins de 20 ans, et c'était le tournoi Destination, et sur un bloc, ils avaient décidé de changer de joueur, et j'avais pas été retenu pour ces matchs-là, et ils m'ont dit, pour pas perdre de temps, tu vas aller faire un stage avec le France Développement à 7. Donc c'est là où j'ai commencé à faire du 7, j'avais pas du tout envie d'y aller au début, moi ça m'embêtait énormément. Comme une punition. Ah oui, enfin pas comme une punition, mais je me souviens, j'avais appelé mon père, j'avais dit j'ai pas envie d'aller faire du 7, moi j'ai envie de faire, parce que c'était l'année de la Coupe du Monde à 15, j'ai envie de faire la Coupe du Monde, je m'en fiche du 7, moi je veux faire du 15, et au final j'ai fait un tournoi, enfin j'ai fait ce stage, il y a eu un blessé dans l'équipe première, donc je suis parti avec l'équipe première faire mon premier tournoi à Las Vegas, et j'ai trop aimé, c'était un truc de fou. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours été
plus ou moins proche de l'équipe. À cette époque, j'étais à Toulon et j'avais pas énormément de temps de jeu, donc je partais souvent avec eux. Et l'année d'après, j'avais décidé de partir en deuxième division à Oyonnax pour cette fois-ci avoir plus de temps de jeu. Donc c'est là où en gros j'ai fait toute l'année avec Oyonnax et à la fin de l'année il y avait le TQO. Ouais. Et c'est là du coup où j'ai fait le TQO et malheureusement on n'est pas passé. C'était quelque chose d'assez triste et d'assez difficile, je pense, dans ma carrière comme épreuve. Ouais. Mais du coup, ce jour-là, j'avais dit à l'entraîneur Jérôme Daré que j'appréciais énormément, que voilà, mon rêve à partir de ce moment-là, c'était de faire les Jeux Olympiques. Et du coup, c'est pour ça qu'après on est resté en contact et qu'il savait que je voulais faire les Jeux à Paris. Et moi, même si j'étais en contrat avec Castres, je voulais être le plus performant possible et apporter ma pierre à l'édifice dans l'équipe qui jouera les Jeux Olympiques à Paris. Donc j'ai décidé d'être avec eux toute l'année, quoi. Attends, tu as fait toute l'année ? Là, j'ai fait toute l'année, ouais. Avec eux. Ouais. Donc en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que tout ça, c'est pas de l'impro du tout, hein. Il y a eu un long chemin, enfin long, certainement pour vous, c'est passé comme une. Ouais. Non, tout ça, ça se prépare. On n'invente pas une équipe à 7, quoi. On dit pas à des gars, allez, dans 15 jours, il y a un tournoi. Enfin, si l'été, tu dis que vous le faites, mais là, pour une compétition comme ça, c'est un truc qui se construit, quoi. Surtout que l'équipe de France A7 c'est censé être les experts de ce sport. Ah ouais. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est facile, on n'a qu'à mettre les meilleurs joueurs à 15, les ailiers, les centres, on n'a qu'à les mettre au rugby à 7 et puis on gagnera les Jeux Olympiques, mais ça se passe pas du tout comme ça et je pense que Antoine Dupont peut en témoigner. Je pense que c'est particulier, on a un système de jeu particulier, c'est un tout autre jeu et je pense que c'est vraiment différent et là l'équipe que Jérôme Daré a créée est vraiment une équipe experte en rugby à 7 et je pense qu'on pouvait pas faire mieux et même le résultat le prouve. Oui, c'est ce que j'allais te dire, en tout cas voilà, ouais. c'est efficace, quoi. Ouais. Ce que j'étais en train de me dire en t'écoutant, c'est est-ce que dans le 7 il y a le même esprit, les mêmes valeurs que dans le rugby à 15, parce que le rugby c'est un des sports, il y avait Thomas Riquet qui était là il y a quelques temps à ta place et qui nous parlait des valeurs du rugby, des émotions que le rugby procure et il nous disait c'est presque un des rares sports où j'ai retrouvé ce combo là à la fois d'émotions, de valeurs, de partage, etc. Est-ce que ça c'est dans le 7 il y a les mêmes que dans le 15? Ouais, je pense que le rugby c'est une grande famille et que voilà il y a vraiment ces valeurs qui sont très présentes. Après c'est sûr que c'est un peu différent parce que le rugby à 7 voilà c'est des tournois qui sont souvent à l'étranger donc il y a cette atmosphère un peu qu'on appelle l'esprit Seven, le Seven Spirit où c'est un peu plus dans la fête, on va au stade, il y a des gens qui sont déguisés, il y a des gens qui font la fête tout le temps donc même il y a des petits des petits jeux en dehors du stade pour les enfants même voilà des fan zones etc et du coup peut-être il y a juste ça qui diffère un petit peu où l'atmosphère est un petit peu différente mais par contre intrinsèquement pour ce qui est des valeurs on retrouve toujours les mêmes valeurs de respect, d'esprit d'équipe, d'amitié, de dépassement de soi etc donc je pense que ça c'est vraiment propre au rugby quoi. Il y a une image qui a beaucoup marqué sur ces Jeux Olympiques, c'est vous battez les Fidjiens en finale et quand ils montent sur le podium, ils se mettent à genoux, enfin ils s'agenouillent pour qu'on leur passe la médaille autour du cou. Et je me souviens, le commentateur dit c'est quand même incroyable, pour eux c'est très emblématique. Est-ce que tu dirais que le rugby et particulièrement le 7 dans ces pays-là c'est très précieux à ce point-là? Ouais, c'est très très précieux. Nous, on a eu la chance d'aller aux Fidji en stage de préparation en début d'année. Ah ouais. On a passé 3 semaines là-bas. Ah bah ça vous a servi en tout cas. Hein ouais, on les connaissait bien les Fidjiens. Franchement, je pense que c'est l'équipe qu'on a joué le plus cette année. Mais là-bas, il y a vraiment cet esprit de respect envers le rugby et envers les coéquipiers, envers tout le monde. Ouais. Et ils ont. En fait, c'est une petite île et on est arrivé là-bas et les mecs nous connaissaient.
on est allé dans des écoles et dans des petits villages, mais vraiment très retirés. Et il y a des gens qui nous reconnaissaient, qui nous disaient à ce tournoi-là, tu nous avais marqué des essais et tout, c'est pas bien. Mais c'était alors c'était incroyable parce que là-bas c'est vraiment une culture et c'est vraiment quelque chose de très très imprégné dans l'esprit fidjien, quoi. Ouais. Quand ils ont été champions olympiques en 2016, ils ont sorti des billets de $7. Et en gros, c'est un porte-bonheur chez eux et chacun le garde et essaye d'avoir un maximum. Donc c'est assez rigolo, à l'opposé de la France où en France, personne nous reconnaît, on marche dans la rue, il n'y a pas de souci, alors que là-bas, vraiment... Pour personne nous reconnaît, t'es sûr là que personne ne vous reconnaît? Là, oui, c'est vrai, depuis le titre de champion olympique, mais on l'avait pas en début d'année, non, alors que là-bas, les Fidjiens vraiment nous parlaient du rugby et nous avaient déjà vu à la télé, et c'était super émouvant de voir ces gens qui n'avaient pas forcément énormément et qui étaient là, le cœur sur la main, à nous accueillir, à nous reconnaître et à être heureux pour nous qu'on soit dans leur pays, quoi. C'est incroyable, hein. Ces JO, ça a été quand même les JO des réseaux aussi, hein. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du shuffle, c'est devenu viral parce que c'est des vidéos qui ont été partagées, je crois qu'il y en a une sur ESPN de la danse qui a été partagée plus de 4 millions de fois, mais je suis pas sûre que ce soit le plus important, hein. Je pense que celle que vous avez mis, chacun de vous, sur vos réseaux, ça a dû exploser. Et il y a quelqu'un qui disait, il n'y a que le sport qui fait ça. Je crois que c'était Michael Phelps qui disait, il n'y a que le sport qui fait ce que tu viens de décrire des Fidjiens, cette espèce d'esprit d'unité où tout le monde connaît un truc, voilà, et que le sport qui fait ça. C'est ce qui t'a guidé vers le sport? C'est ça que tu voulais ou pas? Ou au départ c'est juste que tu étais bon? Non, au départ c'était plus un plaisir personnel où j'avais besoin de faire du sport et d'être moi tout seul avec mes amis. Ouais, quand j'étais un peu plus jeune, ma mère elle me mettait à la batterie, au judo, au rugby, au basket tout en même temps. Donc tout ça tu faisais tout ça à Monaco? Ouais, je faisais tout ça à Monaco. Ouais. Donc je crois qu'elle voulait vraiment me dépenser pour que je sois moins embêtant à la maison le soir. mais non, moi c'était plus le plaisir d'être avec mes amis et de retrouver justement les valeurs dont on parlait précédemment. Mais en fait, plus je grandis et plus je me rends compte que ça fédère en fait et ça regroupe tout le monde. Et les gens, quand ils regardent le sport, en fait, ça procure des émotions qu'on peut pas retrouver ailleurs. Et voilà, là, le nombre de personnes qui m'ont dit, même que je connais pas forcément de près ou de loin, quoi, qui m'ont dit la finale, ça m'a mis les larmes aux yeux, vous m'avez mis... Et moi, j'étais en fait, on procure... déjà, nous, on vit des choses de fou. Pour vous, ça doit être très intense, quand même. Pour nous, c'était énorme, vraiment, c'était quelque chose d'exceptionnel qui restera gravé à jamais dans nos mémoires, mais... Pour le public aussi, en fait, ça rassemble énormément et voilà, c'est un moment de communion et de fête qu'on a tous ensemble et ça procure des émotions qui, même les gens qui sont pas sur le terrain, ils sont capables d'avoir des larmes pour nous et d'être heureux à un point inimaginable, quoi. Donc c'est magnifique. Ouais, c'est dingue. Hein. Quand tu commences, puisque tu dis, c'est Virginie, ta maman. Exactement. Quand Virginie, elle dit bon, il va falloir que je le fatigue un peu parce que sinon ça va être terrible à la maison le soir. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu te souviens, où tu te dis, moi j'aimerais bien faire ça de ma vie quand même, où j'aimerais continuer le plus possible? Ouais, je me souviens, en fait, au début je faisais vraiment ça pour le plaisir sur Monaco et ensuite j'ai voulu accéder à un niveau un peu plus supérieur. Et en fait le moment où ça a été un peu un déclic pour moi, c'est au moment où j'ai dû quitter ma famille et Monaco pour aller en Pôle Espoir sur Toulon et être en internat là-bas. Et ouais, parce que le sport c'est souvent ça. Hein. On n'en parle pas assez, mais c'est un peu enlevé. C'est ça, ouais. Et c'est des moments, pas forcément. Moi qui suis très famille, c'était un peu quelque chose de compliqué pour moi de quitter tout ça. Et je me souviens d'avoir eu une discussion avec mon père où lui pensait que le rugby pour moi c'était juste un plaisir et que ça allait pas plus loin que ça. Et que lui est très cartésien et dans les études, il faut rester dans les études, etc. Et quand je lui ai dit je veux partir de Monaco pour aller faire du rugby, il m'a dit est-ce que t'es sûr de toi? Et c'est à ce moment-là où je me suis dit en fait si je pars faut que je me donne à fond et faut que je réussisse, quoi. donc voilà, et puis après c'est allé assez rapidement et c'était plus une évidence qu'autre chose parce que j'adorais ce que je faisais.
Mais ouais, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment rendu compte que j'allais tout faire pour être professionnel. Quand tu dis j'allais tout faire, tu t'es rendu compte de ce que ça allait représenter en termes d'efforts? Parce que j'imagine que c'est pas le shuffle tous les jours quand même. Hein. Franchement, non, et je pense qu'on n'est jamais prêt à savoir ce qui va se passer dans le futur, mais il y a beaucoup de sacrifices derrière, il y a beaucoup de moments pas simples non plus, mais je pense que ces sacrifices en valent la peine. Ouais. Là, maintenant. Bah oui. Là, franchement, si je devais refaire ce que j'ai fait, je referais tout pareil. Mais c'est vrai qu'au début, je m'en rendais pas trop compte parce que j'étais à Toulon au tout début. Ouais. On avait une génération où on était champion de France toutes les années, quasiment. Sur 4 ans, on est champion de France 3 fois. Donc on avait c'est une école incroyable. Ouais, oui. Mais surtout la génération qu'on avait, il y a beaucoup de, presque tous les joueurs de l'équipe sont devenus pros. Ouais. On avait une génération incroyable et à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était facile et que c'était cool. En fait, je me suis pris une vraie claque au moment où je suis passé en professionnel et où là, j'étais avec des champions du monde, des doubles champions du monde. À mon poste, il y avait ce qui se faisait de meilleur. Et je réalisais pas trop je réalisais pas trop ce qui était en train de se passer. En fait, j'ai vraiment compris lorsque je suis parti à Oyonnax, en 2e division, où c'est une ville où il n'y a pas énormément de choses à faire. Ouais. Et là, j'ai vraiment appris la notion de travail acharné. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé dans la suite de ma carrière. Parce que la transition à Monaco-Oyonnax, même si tu étais passé par Toulon avant... Toulon, c'est Las Vegas par rapport à Oyonnax. Ouais. C'est clair. Non, il n'y a pas grand-chose à faire. Ouais. Ça a été, tu le dis, ça a été dur de partir de ta famille. Ça a été dur de laisser les copains, de laisser Monaco, de laisser... Ouais, ça a été dur. Après, dans le rugby, comme je disais, on a la chance de faire un sport... qui nous unit et qui nous lie, donc on se fait... Ouais, c'est un monde. Hein. Voilà, ouais. C'est un monde assez particulier, on vit des choses tellement incroyables que on crée des amitiés qui sont assez spéciales, donc ça c'était super pour moi. J'ai beaucoup d'amis que j'ai connus grâce au rugby, mais c'est vrai que de laisser mes meilleurs amis ici et j'avais pas forcément la même vie, moi, le week-end. Quel âge, Antoine ? Quand je suis parti, ouais. C'était pour rentrer en seconde, donc j'avais 14 ans. Ouais, c'est jeune. Ouais, de partir en internat, etc., loin de la famille, c'est vrai que c'est un peu jeune. Après, c'est ce qu'il fallait, quoi. Mais de toute façon, on n'a pas ce genre de résultat si on ne donne pas un minimum. Hein. Tu disais tout à l'heure, on ne me reconnaissait pas dans la rue, mais maintenant, quand on te reconnaît dans la rue, quel effet ça fait d'ailleurs ? Parce que bon, tu fais 1m98, peut-être dans la catégorie frigo quand même, donc je veux dire, tu dois pas passer inaperçu, quoi. Non, ouais, c'est sûr, mais après moi ça me fait toujours plaisir. Après à Monaco, c'est pas forcément le sport national. C'est peut-être pas l'endroit où on te reconnaît le plus. Voilà, c'est ça. Après j'ai quand même eu là depuis que je suis rentré des gens qui m'ont félicité, etc. Donc moi à chaque fois ça me fait chaud au cœur et je suis super content puisque ça prouve qui suivent un peu et que voilà, j'ai un peu du soutien, donc non, franchement je suis super content lorsque ça arrive et je suis toujours présent pour discuter et voilà, c'est toujours super cool, mais c'est vrai que ouais, Monaco c'est pas forcément une terre de rugby. Je pense notamment Antoine Dupont qui lui vraiment se fait arrêter à tous les coins de rue quand on est ailleurs. Franchement ça doit pas être facile tous les jours, on lui dit de prendre des vidéos, des trucs et tout ça, donc mais je pense que s'il vient à Monaco, je pense qu'il aura pas forcément il sera plus tranquille. Il sera un peu plus tranquille, je pense. Ouais. C'est gérer la notoriété, c'est un exercice. Après la notoriété, on n'est pas non plus des Michael Jordan qui, vous voyez, non. Mais non, mais en fait, t'imagines bien qu'en ayant fait 4,5 millions ou 5 millions de vues sur le shuffle, par exemple. Sûr. Oui, non, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de messages, mais moi je prends tout ça comme des ondes positives et de la bonne énergie qui me donnent de la motivation à continuer, et je trouve que c'est super mignon. Après je pense que c'est le job aussi de s'arrêter, prendre des photos, etc. Donc franchement, je parle pour moi, mais je parle aussi pour les autres membres de l'équipe, ça dérange personne. Dès qu'on nous demande une photo ou quoi que ce soit, c'est avec grand plaisir. Donc voilà.
Est-ce qu'elle a un avenir, cette équipe? De France à 7? Ouais. Alors, je pense qu'il va y avoir toujours des cadres dans cette équipe, mais je pense qu'on travaille beaucoup aussi sur l'héritage et sur passer le flambeau. Donc je pense que là, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Ouais. Je pense que ça va être une génération bourrée de talent aussi. Et après, ça sera... Les Bleuets, les moins de 20, ils ont été très forts là. Ouais, les moins de 20. Ouais. Malheureusement, ils perdent en finale, mais même en fait là, depuis un certain temps, il y a le Super 7, c'est une sorte de ligue française avec les clubs du top 14 et 2 invités qui sont Monaco, le MR7. On l'a gagné d'ailleurs. On l'a gagné une fois, ouais. Ou peut-être il y a 2 ans. Peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Mais voilà, c'est Monaco et les Barbarians. Et voilà, dans ce championnat, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont arriver du coup dans l'équipe cette année. Et après, voilà, je pense que c'est le job des anciens de passer le flambeau et de donner l'expérience. Me dis pas que tu te penses déjà un ancien quand même. Non, je me pense pas forcément un ancien, mais en vrai, ça m'a fait bizarre, puisque quand j'ai commencé le rugby à 7, j'avais 19 ans et j'étais le petit jeune qui allait, quand on me disait va chercher l'eau, j'allais chercher l'eau. Et là, j'avais 25 ans et je faisais partie des plus vieux, ouais. Tu faisais partie des cadres, quoi. Je faisais partie des cadres, ouais. Donc ça m'a fait un peu bizarre. Ouais, franchement, on n'a pas le temps de voir. Ouais, vraiment, ça va très vite. Est-ce que tu le sens déjà dans ton corps ou pas? Non, dans mon corps, non, au contraire, je me sens. Parce qu'on dit que la maturité d'un athlète, c'est 25-30. Hein. Mm-hmm. Donc, Oui, même surtout pour les grands, je pense, c'est un peu, ça se déclenche un peu plus tard. Non, c'est vrai. Je pense que la maturité des grands, ça vient un peu plus tard. Et moi, je pense que je suis dans le bon moment. Je me sens bien, même sur mes perfs. J'ai jamais fait des aussi bonnes perfs. T'as vu des améliorations? Ouais, franchement, même là, Encore en VO2 max d'abord ou pas? Ouais, dans ça, même à la muscu, en vitesse. Au poids? Au poids, ouais. Un petit peu tout, donc je suis content par rapport à ça. Après, je m'entraîne derrière, donc je fais tout pour que ça s'améliore. Mais voilà, après, c'est un peu logique. Plus on prend du temps pour s'améliorer dans un domaine, meilleur on est. Donc voilà, là, je me sens bien. De toute façon, toi, tu es pro, tu fais que ça. Ouais, bien sûr, mais après. Tu fais que ça, pardon. Je fais pas que ça. Non, c'est un métier. Ouais, mais et à côté, je fais d'autres choses. Il faut que je le précise, sinon mes parents vont me tuer. Je fais quand même des études. Je suis en bachelor international à l'EDEC. Tout se passe très bien pour le moment. Ah, c'est bien ça. Ouais. L'EDEC de Nice ou l'EDEC de Lille? Alors en gros, moi, je suis un parcours online. Donc, je fais mes cours. C'est vrai qu'ils ont un cursus online. C'est ça. C'est vrai. Et franchement, c'est super cool. On travaille quand on peut. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de travailler entre les entraînements, mais voilà, après on a des modules, on travaille les modules et quand on a terminé, on passe l'examen final en présentiel. Okay. Donc moi je vais souvent au campus de Nice, qui est super, donc voilà. Bon, quand même. C'est cool. De toute façon, on dit toujours que quand on a une carrière de sportif, on a déjà une expérience qui nous fait grandir plus vite que les autres étudiants. Est-ce que tu le sens, ça, notamment sur les questions de management, tout ça? Est-ce qu'il y a des trucs où tu sens que tu as déjà des choses que tu connais? Ouais, je pense. Après, j'ai souvent entendu que certaines entreprises, justement, recherchaient des sportifs dans leur... pour qu'ils aient cette notion d'esprit d'équipe, cette notion de dépassement de soi, etc. Donc ça, c'est, je pense, quelque chose de très intéressant, puisque c'est vraiment le cas. On a l'habitude de travailler d'une certaine manière, et je pense que ça peut être appréciable pour certains domaines. Ouais, vous avez la gestion du stress aussi. Ouais, c'est sûr, la gestion du stress, oui, bien sûr. Même. Ouais, c'est sûr. Enfin, là, exemple, parlons du tournoi de Paris. C'était beaucoup de stress. Est-ce que le fait d'être à la maison, entre guillemets, donc, parce que bon, toi, ta maison, c'est un peu Monaco quand même, hein, mais est-ce que le fait d'être devant le public français quand on a l'équipe de France, c'est un stress supplémentaire ou pas? Ouais, franchement, je pense que ça dépend des gens.
Personnellement, et je pense que c'est pareil pour toute l'équipe, ça nous a plus galvanisé qu'autre chose. Genre, ça nous a donné une énergie supplémentaire, même si c'est quand même impressionnant, il faut le mentionner, parce que sur le premier match qui était les États-Unis, qui était un match de poule où on s'attendait pas forcément à voir autant de monde, on est rentré 1 heure ou 2 heures avant le coup d'envoi. Il y avait peut-être 1000 personnes dans le stade, donc on s'est dit bon, le stade il est magnifique, on va se régaler, mais il y aura personne quoi. On va s'échauffer. Et en fait on était derrière des portes, les portes s'ouvrent et là on me voit sur la vidéo, je crie, je suis en mode waouh, c'est fou, et genre vraiment il y avait un monde de malades c'était ouf, c'était indescriptible. Tu dis on a l'habitude des stades qui sont pas tout à fait remplis, pourquoi le 7 ça fait pas autant? Parce que le 15 c'est plein tout le temps, j'imagine pas. Enfin, ça dépend où, 14, oui, bien sûr, mais ça dépend où. Les matchs internationaux du 15, c'est plein tout le temps. C'est pas le cas pour le 7? Pour le 7, c'est pas forcément le cas, puisqu'en fait, on fait des tournois à l'étranger, dans des pays où le rugby à 7 n'est pas forcément super développé. Mais après, ça dépend quel pays. C'est jeune, hein, le rugby à 7, on l'a pas dit, mais c'est jeune. Ça n'a pas la même ancienneté que le 15. Non. C'est un petit. Je pense qu'ils ont 10-15 ans de retard par rapport au 15, quoi. Donc, mais il y a dans certains endroits où c'est vraiment une ambiance de fou, notamment à Hong Kong. C'est un peu la mecque du rugby à 7, là où a été un peu les premiers tournois, voilà. Et là on a eu la chance d'être en finale là-bas, et je me souviens que c'était vraiment une atmosphère vraiment incroyable. Mais après il y a d'autres endroits où c'est moins réputé et où il y a moins de monde dans le stade. Ouais, tu vois, tu dis quand même, on est allé jouer au Fidji, à Las Vegas, à Hong Kong, là, ça fait. Voyage, hein. Voilà, c'est quand tu parlais tout à l'heure des entreprises qui ont tendance à privilégier les sportifs de haut niveau, c'est parce que vous avez la gestion du stress, vous avez le dépassement de vous-même, et puis vous avez la connaissance du monde quand même. Parce que c'est sûr. C'est pas. Alors tu me diras, est-ce qu'on voit beaucoup de Hong Kong quand on va jouer un tournoi avec le rugby à 7 à Hong Kong? Est-ce qu'on a le temps? On n'a pas forcément le temps, mais on a quand même une journée ou une après-midi de repos où on profite à chaque fois pour aller pour bouger et voir du pays. Là en Australie, on est allé dans un endroit où il y avait on a vu des kangourous, on a vu des koalas, voilà, c'était des trucs qu'on n'imaginait pas faire. Alors ça, les koalas, il faut profiter parce que c'est que là-bas. C'est que là-bas, effectivement, et franchement, c'était quelque chose d'incroyable. Donc on s'est vraiment régalé, et non, quand même, on essaye de profiter, on fait des repas à l'extérieur, on essaie de trouver des trucs un peu sympas à faire, et franchement, on se régale. Franchement, on se régale. Tu me dis, on fait des repas dehors. J'imagine que vous êtes surveillés quand même, ou pas? Alors, le coach avait à cœur de nous rendre très autonomes, et je pense que ça a été une force aussi pour nous, pour la suite, et de voir... Self-discipline. Voilà, c'est ça, devoir s'adapter. Voilà, il disait souvent ces mots, s'adapter à n'importe quelle situation. Donc voilà, il nous faisait confiance. Je pense qu'on avait un groupe assez professionnel et respectueux du cadre, donc on faisait pas n'importe quoi, on n'allait pas en plus c'était une année olympique, on savait qu'il fallait être à fond à 100% à chaque moment, donc on n'abusait pas, on allait dans un endroit où on se faisait plaisir, on mangeait bien, mais sur un repas dans une semaine, on se faisait, c'était notre repas plaisir, quoi, on appelait ça. Tu sais qu'on a tous dans la tête l'image que les rugbymen c'est des bons vivants. Donc c'est des gars des gars et des filles, parce que je dis toujours des gars, mais il y a aussi des filles qui aiment bien manger, qui aiment bien boire, qui aiment bien faire la vie, quoi. Bien sûr. Donc quand je te dis vous êtes surveillés, c'est que à un moment donné, il faut une petite discipline alimentaire, peut-être, non? Ou pas? Alors, on a une diététicienne qui nous suit, mais franchement, en fait, au rugby à 7, en particulier, on se dépense tellement qu'on ne fait pas trop attention à... Enfin, moi, je fais un peu plus attention à ce que je mange, puisque je suis un peu partie des mecs qui n'ont pas le même métabolisme que les autres. Donc, qu'est-ce qu'il a, ton métabolisme? Je sais pas, mais j'ai tendance à plus prendre que les autres. Si je mange 18 cookies, je vais commencer à le voir, alors que les autres... On n'est pas tous égaux devant... Voilà, c'est ça. Mais donc il faut le savoir, et il faut agir en conséquence. Donc j'agis en conséquence. Mais non, moi après de toute façon j'aime bien manger, j'aime bien me faire suivre. Enfin même pas me faire suivre, mais juste même moi. Ton équilibre. Voilà, mon équilibre exactement. Mais voilà, en fait on se dépense tellement par rapport au rugby à 15 que en général on fait
on regarde pas forcément trop et même parfois on nous dit la diététicienne nous dit de manger même un peu plus voilà, même un peu plus de sucre, un peu plus de ci, un peu plus de ça, parce que sinon voilà, parfois on a 3 entraînements dans la journée avec 2 entraînements de course très intenses et un entraînement de muscu, donc à la fin de la journée on est rincé et il nous faut Tu fais quoi? Tu fais des journées à 6-7 000 calories de dépenses, hein? De dépenses, ouais, je pense, hein, ça doit être par là, ouais. J'imagine, si tu me dis 3 entraînements, ouais, ça doit être par là. Si tu fais 1500 calories par entraînement, ouais, je pense que ça doit être entre 1000 et 1500. Après la muscu un peu moins, parce que c'est un peu moins cardio, je dirais dans les 700, mais ouais, voilà, on peut se permettre de manger. Je sais que quelqu'un comme moi qui fait du running, il y a un peu de la renfo aussi, mais c'est entre 900 et 1200 quand même l'entraînement. Hein. Donc j'imagine que vous, c'est plus, quoi. Après, ça dépend, parce que nous, c'est pas en continu forcément, donc ça dépend, et ça, j'ai pas trop regardé, je sais pas forcément trop, et mais ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, on peut se permettre de manger un petit muffin à chaque dessert, quoi. Ah ouais. Ah, il y a des petits desserts, franchement, parfois, ils sont sympas, ouais, ils sont sympas. Petit muffin. Un muffin. Un muffin normal, fourré au chocolat. Petit pour moi, normal pour moi. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Tu parlais tout à l'heure de la vie de famille, tu disais c'est super important pour moi. Pour toi, la vie de famille, ça représente quoi? C'est des repas, c'est des vacances, si tu devais, c'est des discussions, parce que moi, tu vois, par exemple, en famille, c'est des débats, quoi. Quand on est en famille, on parle, on échange des idées, ouais, bien sûr, on se challenge un peu pour trouver, voilà, chacun son avis. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'est pas forcément ça. Pour moi, c'est vraiment passer du temps avec les personnes que j'aime, et après forcément quand je passe du temps avec eux, on parle, on rigole, on s'amuse, on passe du bon temps, mais ouais, vraiment le truc qui est important pour moi, c'est lorsque je rentre dans ma bulle et dans mon cocon familial, c'est vraiment passer, avoir des good vibes, passer du bon temps, être heureux, parce que je pense que dans le sport on se dépense tellement, et il y a tellement dans la vie à côté, il y a tellement de choses qui sont compliquées que quand je rentre chez moi, j'aime avoir ce... Tu te ressources, quoi. Voilà, je me ressource, et je pense que c'est super important, parce que déjà mentalement c'est important d'avoir ce genre de choses pour être performant ensuite sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que le physique qui compte, et moi, voilà, dès que je passe du temps avec ma famille, avec mes meilleurs amis, avec mon cercle proche, ça me permet de me ressourcer, et j'ai justement la chance avec le rugby à 7, c'est que on a approximativement une semaine par mois où on rentre complètement chez nous, s'entraîner avec, en fait on a un GPS et un cardio, et il nous envoie un programme et on s'entraîne de chez nous. On va à la muscu, etc. Donc il faut être rigoureux, et de toute façon il faut avoir de la volonté quand même. Oui, il faut avoir de la volonté, mais franchement moi je remercie Monaco, parce que j'étais bien aidé, j'ai pu m'entraîner dès que je voulais au stade du Devins, j'avais la musculation au stade Louis II à disposition, donc franchement c'était beaucoup plus simple pour moi, pour l'organisation, etc. Mais voilà, cette semaine qu'on appelle la semaine rare, pour moi, elle me permet de décompresser, d'être avec ma famille, de passer des bons moments, de faire des bons repas, etc. Et franchement, c'est quelque chose d'important. C'est où chez toi? Parce que du coup, quand on voyage comme ça beaucoup, t'es basé où maintenant? C'est-à-dire en dehors de Monaco, quand t'es sous contrat? Alors, je suis sous contrat avec Castres. Donc j'habitais à Castres, mais en fait toute l'année là j'ai été mis complètement à disposition, et du coup en fait je suis pas du tout allé à Castres de toute l'année. Je suis juste resté chez moi à Monaco, et donc voilà, j'étais basé à Monaco. Et là, la saison prochaine, tu rempiles avec Castres ou pas? Alors je suis encore sous contrat avec eux, mais j'avais à cœur de continuer un peu à faire du 7, parce que voilà, c'est une discipline que j'apprécie énormément. Donc finalement. Finalement. En fait, j'ai passé tellement une année exceptionnelle. Tu vois l'ironie du truc ou pas? Non, c'est incroyable. Mais j'ai passé tellement une année épanouissante que je me voyais pas arrêter du jour au lendemain, du tout au tout. Donc là, on est un peu en train de discuter
discuter pour savoir comment l'année prochaine va se passer. Donc voilà, mais j'aimerais bien continuer à faire un peu de set. Ouais. Alors tes projets, c'est le diplôme de l'EDEC. Exactement. Maman, écoute. Le diplôme de l'EDEC, continuer à faire du set. Et idéalement, comment t'imagines ta reconversion? Tu aimerais rester dans le rugby ou pas? Franchement... Ou tu vois pas encore jusque-là? Parce que c'est possible aussi. Hein. Non, oui, je vois pas encore, je me suis pas vraiment posé la question, mais je pense pas que je continuerai dans le rugby. Je pense que je continuerai à regarder, etc., parce que c'est vraiment une passion, mais c'est pas une passion pour moi d'entraîner ou de continuer cette vie. Je pense que c'est une vie qui prend énormément de temps et d'énergie. Donc être entraîneur, et franchement, je sais pas comment ils font, puisqu'ils sont pas sur le terrain et ils vont tous les week-ends en tournoi, enfin pas en tournoi, mais en match, pardon. Donc ils voient pas les week-ends, ils voient la semaine, ils font que faire des vidéos pour dire là il va falloir attaquer comme ça, comme ci, comme ça. Non, franchement c'est pas quelque chose qui m'intéresse, et je pense que j'aurai une reconversion tout autre, mais après je continuerai bien évidemment à regarder le rugby et à être à fond derrière les Français dans n'importe quelle situation, quoi. Le rugby, ça restera, ce que tu es en train de dire, c'est que ça restera une partie importante de ta vie quand même. Ouais, bien sûr. Bah, pour l'instant, ça m'a fait vivre des choses exceptionnelles, et ouais, ça fait grandement partie de ma vie. Tu dirais que c'est un miracle ou pas? Parce que tu parlais tout à l'heure, tu disais à Monaco, c'est pas vraiment une terre de rugby. C'était peut-être pas gagné pour un gars de Monaco de vivre cette vie-là, quoi. Ouais, non, c'était pas forcément gagné, mais après je pense que c'est le destin, et puis après on a rien sans rien. Ah, tu vois, tu crois au destin toi aussi. Hein. Je crois un petit peu au destin, ouais, mais le fait que il y a plein de trucs. Heureusement que je suis parti à Nice avec des amis à moi qui jouent à Monaco, deux de mes meilleurs amis, et en fait c'était le papa d'un de ses amis qui m'emmenait à Nice, parce que personne d'autre pouvait nous emmener. Si ce mec-là n'était pas venu avec moi, je serais pas parti à Nice, j'aurais pas fait de rugby, etc. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc, mais après. Pour arriver à ce niveau-là, je pense qu'il y a quand même du travail derrière, donc je dirais pas que c'est un miracle. Ouais, je le disais pas dans ce sens-là. Oui, mais je le disais plutôt de base. Ouais, je vois, je comprends. C'est vrai que c'est s'ouvre un jour. C'est pas banal de voir un monégasque. Mais par contre là maintenant de plus en plus, et je trouve ça, après à mon époque un peu moins, mais là le rugby à Monaco se développe énormément, donc je vois beaucoup de jeunes joueurs qui m'envoient des messages et qui me disent voilà, j'aimerais bien être professionnel moi aussi, donc ça me fait chaud au cœur, parce que c'est un peu la trajectoire que j'ai eue, et s'il y a d'autres enfants de Monaco qui ont la même, ça peut que me faire plaisir. Et c'est important pour moi, et j'aime bien aller voir les jeunes de Monaco quand ils s'entraînent au Devins. Moi je m'entraînais au Devins, donc je restais un petit peu plus pour pouvoir voir les petits, voilà, donc c'était assez ça a beaucoup évolué quand même, hein. Ouais, ça a énormément évolué. Je dirais les 5-10 dernières années, mais surtout les 5, ça a beaucoup évolué. Hein. Ouais, je pense que les gens qui sont derrière ça font un travail formidable, et voilà, ils aiment énormément le rugby, et ils veulent que ça se développe en principauté, et je pense que c'est super, et parce que c'est un beau sport, c'est un sport avec de belles valeurs, et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Tu vois, t'es face à moi et je te dis, j'ai une baguette magique. Allez, qu'est-ce que je pourrais te proposer qui te fasse Ouais, je dirais de la réussite, et que je puisse vivre encore d'autres beaux moments comme ça, à gagner des titres, puisque en fait on vit pour ça et on travaille pour ça. C'est pour ça qu'on se lève le matin, donc ouais, voilà, je dirais gagner d'autres titres et être heureux, et voilà. Et voilà. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci d'être passé par chez nous. Avec grand plaisir, sympa. C'était super, ouais.